bonjour, je m'appelle Laurel McEwen, je suis une anthropologue américaine et je viens juste ce janvier de soutenir ma thèse de doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales, intitulée Une analyse anthropologique de la relation entre médecine conventionnelle et médecine complémentaire dans la France contemporaine. Alors, pour le faire, j'ai fait un travail ethnographique de 3 ans et demi en France, partout. J'ai fait aussi des entretiens enregistrés et pas enregistrés avec environ une centaine de participantes. J'ai fait dans les deux côtés de la relation entre les deux médecines. Donc j'ai parlé avec des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des chefs de service, des administrateurs des hôpitaux, des administrateurs politiques, le ministère de Santé, l'autorité de santé, voilà, même une ministre de Santé. Sur l'autre côté, j'ai parlé avec des participants, donc des usagers des médecines complémentaires, des praticiens des médecines complémentaires, aussi les écoles privées dans l'ostéopathie, kinésiothérapie, réflexologie, etc. Et les personnes qui étaient des représentants des syndics et des lobbies qui voulaient avancer le projet complémentaire dans la France. J'ai aussi fait des observations participantes avec 3 groupes différents. Un était avec une chamane péruvienne qui pratique son soin énergétique, son activation énergétique à Paris et dans plusieurs pays européens. J'ai aussi fait avec un groupe de yoga qui pratiquait le Hatha Yoga. Et aussi, j'ai fait des observations participantes avec un groupe qui s'appelle Une souris pour l'espoir, qui aide des personnes avec des handicaps et des mobilités avec des pratiques complémentaires. Donc voilà, j'ai fait tout ça ensemble. Après, j'ai fait tous mes entretiens. Je les décortiqués et j'ai trouvé des thèmes qui étaient des répétitions, des grappes, des thèmes, toutes des choses qui me semblaient d'être une pattern, une tendance. Et après, j'ai fait l'analyse. Donc en fait, c'est un style d'analyse qui s'appelle la théorie ancrée. Donc voilà, ça s'était proposé par Strauss dans son analyse de l'hôpital comme un ordre négocié. Et donc ça permet de vraiment tirer une théorie à partir d'un contexte donné. Alors le fait que je suis américaine et à Paris me donnait une certaine perspective parce que ça fait 10 ans que je suis en France. Donc je suis à la fois partie du tissu socio-économique et culturel français, mais en même temps, en tant qu'américaine, je suis aussi dehors du contexte. Donc ça m'a donné la double vision d'être à la fois dans le contexte et à la fois dehors. Alors, mes conclusions clés, donc toute une thèse dans 6 points. Donc, premièrement, je voulais faire une analyse de voir comment les deux côtés sont perçus. Et au début, j'ai vu que c'était surtout positionné en tant qu'un diagramme de Venn. Donc, avec 2 systèmes, on va dire, séparés, avec un petit peu d'espace où les deux sont pareils. Mais vraiment 2 choses séparées. Donc, dans ce contexte, j'ai vu au niveau des stigmates et des stéréotypes des personnes qui parlent des deux côtés que, les médecines complémentaires sont très facilement critiquées. Nous avons vu ça ce matin avec plusieurs présentations et aussi les risques très réels associés avec les médecines complémentaires. Donc voilà, dans les presses populaires et aussi dans les discours, c'est facilement critiqué comme un phénomène de mode, tout simplement. Que c'est quasiment impossible à définir et donc quasiment impossible à évaluer effectivement et donc pas quelque chose qui est scientifique et aussi en France spécifiquement une porte ouverte au charlatanisme et aux dérives sectaires et la non-observance clinique des thérapies, etc. Donc voilà, j'ai vu dans tous mes entretiens et aussi dans mon travail que c'est plutôt une conséquence de la mondialisation. Donc c'est très lié à les changements actuels dans nos sociétés de nos jours. Avec le mouvement accru des personnes, des biens et des idées, quand quelqu'un va venir dans un autre pays, il va venir toutes ses idées, sa culture et ses pratiques avec eux. Donc, il va aussi venir avec ses propres idées par rapport à la santé, la maladie, la bien-être et la guérison. Et donc, c'est pour ça que maintenant, souvent à Paris, dans le métro, on a des cartes des marabouts et des choses comme ça qui sont partout à Paris. Donc, on vient avec notre culture. Et aussi, il y a un phénomène qui était défini par David Harvey qui s'appelle la compression de l'espace et le temps. Donc, grâce à la mondialisation, aujourd'hui et les autres technologies, on n'a pas besoin de le temps à moins de significance et aussi l'espace. Donc, on peut communiquer avec les personnes partout dans le monde instantanément. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le contexte ancré d'espace et du temps est vidé du sens.
Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée les produits culturels qui sont déracinés. Donc, en fait, des éléments culturels comme par exemple le yoga est devenu déraciné et délocalisé et vidé dans un sens de ces éléments culturels de base. Donc, c'est pour ça que le yoga, à la base, c'était une pratique spirituelle de longue durée avec tout un système et une discipline derrière. Et maintenant, dans 6 pays, on peut pratiquer le yoga avec une bière ou on boit en pleine séance de yoga et on utilise la bouteille même pour les positions. Donc, comme ça, on peut combiner ce que j'appelle les phénomènes des hybridations ontologiques. Donc, c'est-à-dire qu'on prend nos conceptualisations des choses et on peut sélectionner ce qu'on veut voir. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une médecin qui à la fois fait des cours de yoga, qui à la fois va aller méditer, et voilà, on peut sélectionner des éléments culturels qu'on veut voir. C'est sur les deux côtés d'ailleurs. Donc, il y a des praticiens complémentaires, comme par exemple le chaman avec lequel je travaillais. C'était plutôt une néo-chaman. C'était une péruvienne qui vivait en Europe, qui mangeait le chinois, qui mangeait la pizza pour son petit déjeuner, qui était constamment connectée sur Facebook, qui mettait ses vidéos sur YouTube, mais qui pratiquait une tradition ancestrale de soins qui était toujours conservée de son base culturelle. Donc on peut voir que c'est très facile de créer des nombreuses hybridisations des concepts et des pratiques. Donc, pour moi, ça a beaucoup aidé l'augmentation des médecines complémentaires mondialement. Aussi, maintenant, on a un coût de vie mondialisé qui est beaucoup plus élevé. Il y a plus de stress, plus des risques et plus des maladies. Alors, cette idée des risques vient de Ulrich Beck, qui a dit que on est dans une société de risques. Donc, dans le discours, dans les médias, on voit ça tous les jours, où on parle beaucoup des risques dans la société. Il y a beaucoup plus d'incertitude dans la société, dans tous les sens. Et donc voilà, tout est plus flou, tout est plus vite, tout est plus flexible et ça crée énormément de problèmes au niveau des maladies. Donc ça crée aussi des gens dits malades, qui ne sont pas vraiment malades en tant que tels, ils n'ont pas, je ne sais pas, un cancer, une chose comme ça, mais ils ne sont pas bien non plus, ils ne sont pas en bonne santé. Et donc ça a vraiment changé la population et l'état de santé de la population. On voit ça beaucoup dans les Global Disease Burden, donc le changement dans le fardeau des maladies, où aujourd'hui, dans 2017, 28,8 millions de décès mondialement peuvent être attribués à 4 facteurs de risque qui sont tous associés avec la vie mondialisée. Donc voilà, le malbouffe, il y a une taux de sanguin de glycémie élevé, de tabagisme, etc. Donc voilà, ça a changé beaucoup le type de maladies que nous avons aujourd'hui. Et donc, ça a changé aussi la morbidité. D'ailleurs, il faut noter que selon le Lancet, une étude de Lancet, il y a beaucoup plus de décès mondialement à cause des violences accrues. Donc, c'est-à-dire aussi qu'on est bien dans une société de risque élevé. En même temps, en France et aussi mondialement, mais bon, en France, on a un système de santé qui est dit à bout de souffle. Et donc, voilà, on n'a pas l'argent pour vraiment répondre aux besoins sanitaires de la population d'aujourd'hui. Donc, partie de ça, c'est parce que le système de base en français est organisé sur une logique curative. Donc, pour enlever ou guérir la maladie. Il n'y a aucun espace pour les médecines complémentaires et la santé dans ce système. Et on va voir ça avec une citation d'un des médecins avec qui j'ai parlé. Aussi, en France, l'organisation de le système médical, traditionnellement, a créé un clivage très fort entre le dit médical et le médical social. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal dans la politique française de dépasser ce clivage et créer un système où on peut avoir les types de soins, des parcours de soins qui sont holistiques, globalisés, interdisciplinaires, etc., qu'on a besoin aujourd'hui. Et donc aussi, on a un regard médical limité. Donc, c'est-à-dire, le regard médical vient de Foucault. Donc, c'est notre vision des choses qui sont des vrais problèmes, on va dire, et qui sont acceptés comme un problème médical. Et en France, ça reste limité à cette vision curative, maladie, etc. Bruno Falissard et Madame Berry viennent de parler de ça, que des choses qui sont psychiques ne sont pas considérées comme valables dans le système de santé. Et donc, en résultat, on voit qu'il y a une quête parmi la population, parmi les médecins et les professionnels de santé, et parmi des gens en général, pour des nouvelles solutions pour leurs problèmes de santé.
Donc, on peut appeler ça une insatisfaction généralisée avec l'idéologie culturelle dominante. Ce que j'ai trouvé dans mon travail de terrain, et ça m'a beaucoup, beaucoup surpris, c'était qu'en France, la relation entre la médecine complémentaire et les médecines conventionnelles est plutôt une question d'idéologie. Donc, c'est deux systèmes de connaissances qui sont à la fois en lutte. Il y a le système dominant médicalisé qui est le système idéologique dominant, et après tout ce qui est les autres visions que nous avons parlé beaucoup ce matin des médecines complémentaires n'est pas considéré comme une connaissance valable. Et donc les deux systèmes se mettent l'un contre l'autre, et selon la théorie de Bourdieu, il y a cette jeu de distinction où on crée des distinctions pour créer une identité, et comme ça tous les deux systèmes peuvent continuer de pourchasser leur partie du capital économique et culturel dans la société. Donc, c'est normal qu'on va avoir les gens qui vont dire « Oh, il ne faut pas prendre les vaccins », des homéopathes qui vont dire « Il ne faut pas prendre les vaccins », parce qu'ils veulent se séparer de l'idéologie dominante pour créer leur propre identité. En même temps, c'est complètement normal qu'on va avoir une tribune de 124 médecins peut changer la relation avec toute la France, avec l'homéopathie, une centaine de médecins, c'est tout, pour toute la population, juste parce qu'ils se sentent un peu comme c'est un secteur menacé et leur dominance culturelle est menacée. Et donc, voilà, on a des coups et des contre-coups de les deux côtés. On a aussi beaucoup de mal à intégrer bien les médecines complémentaires en France parce que, bon, les lobbies des ostéopathes et des kinésiologues et des réflexologues vont dire « Oh non, non, nous ne sommes pas des médecins, on ne fait pas ça, on fait la santé par la maladie, donc on va se positionner séparément pour continuer de fortifier leur identité. » Donc voilà une de mes citations préférées de ma thèse qui j'ai trouvé, c'était donné à moi dans un entretien avec un représentant de l'ordre des médecins qui a dit, bon, les gens veulent tout, comme on dit en France. J'adore cette citation française. On veut le beurre, l'argent du beurre et le cerise de la crémière. Donc on veut être en bonne santé, on veut être en forme, on veut être sereine, on veut être heureux et tout ça. Et du coup, la médecine est débordée avec ses soins habituels et il n'a pas de temps pour s'occuper. Donc on peut voir très clairement dans cette situation, quand on fait une analyse, ce qui est dedans, qu'on peut voir que, à la fois, cette idée de perspective médicalisée traditionnelle, cette idée qu'on veut être contente, heureuse, en bonne forme et tout ça, c'est grand monde, de vouloir être en bonne santé dans tout le sens de la définition de l'OMS, on peut dire. Et que, il n'y a pas une place pour cette santé et bien-être dans la médecine conventionnelle parce qu'il n'y a pas de temps, parce que ce n'est pas dans la vision ni le rôle de la médecine conventionnelle. Et donc aussi, voilà, il dit, il y a des autres qui ont pris le créneau, les gens qui traitent les bien portants, comme disait Knock. Alors, déjà, on peut voir qu'il fait exactement ça. Il dénie ou il niait complètement l'existence des problèmes psychiques en tant que facteur important dans la santé, et qu'il dit que c'est juste les charlatans qui traitent les bien portants. Alors, en comparaison, on peut voir ça, ces deux citations avec des clientes que j'ai rencontrées dans la pratique chamanique avec lesquelles je travaillais. Et donc, c'était une cliente qui vient d'Amérique du Sud, qui a eu un mal de dos, une lombalgie pendant des années et des années. Et après les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer mon mal de dos. Ils disaient que c'était juste dans ma tête. Mais dans ma culture, les maladies mentales sont stigmatisées, donc mes parents pensaient que j'étais folle. Ma vie est devenue très difficile depuis. Donc, on a cette vision que les gens vont abandonner ou pas aller au médecin quand il y a un problème. Ils vont aller tout de suite dans les pratiques complémentaires. Ce que j'ai trouvé au niveau des patientes usagères complémentaires, ce n'est pas du tout le cas. En fait, la plupart ont fait un premier recours au médecin quand ils n'ont pas eu la réponse qu'ils voulaient avec leur médecin, soit un diagnostic bien clair, soit un traitement qui peut aider, soit une amélioration. Ils étaient désespérés, donc ils sont allés pour trouver toutes les solutions possibles pour leurs problèmes. Et donc, ils sont entrés dans cette vie, ce monde à la fois complexe et à la fois dangereux des médecines complémentaires en France. Donc, voilà. Après, une autre patiente m'a dit, dès que j'ai reçu le diagnostic du cancer du sein, mon mari s'est montré distant. Quand j'ai perdu mes cheveux et qu'il m'a enlevé mon sein, il pouvait à peine me regarder. Nous avons divorcé il y a 1 an, mais au moins je suis en rémission. Donc voilà, ça aussi, ça démontre un autre type de problème qui vient dans un système médicalisé qu'on ne peut pas s'occuper de ça. Dans un service d'oncologie de normal, le médecin va passer 7 minutes avec le patient. Il ne peut pas entrer dans les problèmes maritaux de ses patientes.
Mais on peut voir aussi, on a un tas d'évidences qui démontrent que tous ces problèmes psychiques, sociaux et psychosociaux vont jouer dans le processus de la guérison, dans la rémission de leur cancer, dans leur adhérence de traitement, etc. Bon, dans la plupart des hôpitaux maintenant, pour les traitements dits lourds, comme l'oncologie, on a des soins de support. Mais les soins de support restent encore matérialistes. Donc, parfois, on a un psychologue, mais la plupart, c'est le maquillage, c'est les cheveux, les choses comme ça, qui sont très importantes, mais qui n'entrent pas vraiment dans toute la complexité qui peut venir avec un diagnostic. Et pour ça, c'est très important de citer le travail de Susan Sontag aux États-Unis dans les années 70, où on parle d'une maladie comme une métaphore. Donc, le diagnostic, une maladie, a sa propre métaphore qui joue fondamentalement sur notre identité dans la vie sociale. Alors, donc, quels sont des espaces pour les médecines complémentaires? Bon, j'ai trouvé que dans des hôpitaux, il y a beaucoup de pratiques complémentaires quand on ne peut pas utiliser des médicaments, donc maternité, pédiatrie, quand on ne peut pas guérir l'inévitable, donc les soins palliatifs, parce qu'on ne peut pas faire du mal à ce point-ci, il n'y a rien d'autre à faire. Dans l'anesthésie réanimation, quand on est un peu entre les bords entre vie et mort, et les choses qui ne peuvent pas être médicalisées ou médicalement dominées. Et quand on a des traitements très lourds comme cancer qui nécessitent une secours derrière, ou des conditions qui sont chroniques ou idiopathiques comme les douleurs. Après, pour les médecins libéraux qui pratiquaient les médecines complémentaires, j'ai trouvé qu'ils pratiquent vraiment en tant que complémentaires. Donc, c'est pour compléter les traitements conventionnels. Un de mes médecins préférés a parlé de Parkinson's. Et lui, il utilisait le Qigong pour les Parkinsoniennes. Et il dit, quand je prescris, je conseiller une patiente, une Parkinsonienne, de faire le Qigong, c'est pas pour guérir son Parkinson, c'est pour traiter le Parkinsonien. Donc, il est mieux centré, il est mieux équilibré, il va avoir moins de chutes. Donc, vraiment, c'est un complément de ce traitement traditionnel, conventionnel. Donc, dans ce cas, j'ai vu beaucoup avec les médecines traditionnelles chinoises, l'ostéopathie, sophrologie, hypnose, méditation et tous les autres types de pratiques. Aussi, dans certains médecins, même celui-là d'ailleurs qui a cité Dr Nock, c'est lui qui m'a dit « Ah oui, j'utilise l'homéopathie en 30, parfois pour faire plaisir à mes patientes. » Comme par exemple, un enfant vient avec une douleur dans l'estomac, on ne va pas le bombarder avec des anti-anxiotiques ou des antidépresseurs. On va donner plutôt une homéopathie, comme ça, bon, l'enfant est content, les parents sont contents, s'il y a l'effet de placebo, tant mieux. Et voilà, le médecin peut quand même répondre dans une façon. Aussi, on voit une étude qui a été faite dans l'usage de l'homéopathie en France a démontré que il y a des saisons de grippe, on a énormément plus de prescriptions d'homéopathie, donc aussi dans les cas bénins. Finalement, les NINI, c'est le terme utilisé au sein de l'ordre de médecine pour les personnes qui ne sont ni médecins, ni professionnels de santé. Donc, les gens qui viennent dans les écoles privées pour se former en ostéopathie, aromathérapie, etc. Donc, les gens m'ont dit qu'eux, ils ont changé leur vie parce qu'ils cherchaient d'avoir un sens dans leur vie professionnelle. Donc, ça aussi, ça parle de cette insatisfaction généralisée avec le système culturel dominant. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas très contents avec leur vie de travail. On travaille, on bosse, on passe nos vies, ça passe dans une seconde et on ne fait rien avec nos vies. On n'a pas de sens ni un but dans notre vie professionnelle. Aussi, beaucoup de monde qui voulait être indépendant, travailler dans leur propre façon ou aider les autres. Donc voilà, ce que j'ai porté de ma thèse, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée de cette méthodologie qualitative. Ça m'a donné une vision beaucoup plus large de le contexte français et la situation entre les deux. Donc au lieu d'être vraiment concentré et axé sur une seule population ou une seule pratique, je pouvais interagir et interviewer plein de personnes, des parcours différents, avec des pathologies différentes, avec des approches et des traitements différents, et vraiment faire des comparaisons entre eux et tirer des conclusions assez intéressantes. Aussi, ça met en lumière ces nuances importantes qui sont sous-jacentes des comportements. Donc, nous avons entendu parler de ça un petit peu avec Madame Berry, mais aussi Kim Laval qui parlait de l'IBTN. Il faut vraiment identifier les nuances sous-jacentes des comportements pour les changer effectivement. Après, ça nous donne plein de données très diverses qui nous permettent d'identifier des groupements et des tendances très larges. Et aussi, ça permet de faire une analyse qui peut être facilement comparée dans des contextes très différents. Donc, même des autres pays ou des autres langues.
Et donc voilà, il y a une vraie application qu'on peut utiliser pour la médecine préventionnelle et comportementale. Et donc on peut identifier des ontologies dans le sens philosophique, donc une conceptualisation du monde, qui concerne la santé, la maladie et le rôle des patients et des professionnels de santé pour essayer de surmonter la lacune entre ce que les patients croient qu'est le rôle de médecin et ce que les médecins se considèrent leur propre rôle. Aussi, on peut identifier des aspects psychosociaux qui sont liés à la santé. Et ça, c'est très important pour avoir une étude, une intervention comportementale efficace ou même des interventions dans la santé publique complexe. Et aussi, donc voilà, on peut améliorer nos politiques et nos interventions. Donc, en conclusion, la science démontre très facilement que les mécanismes de connexion corps, esprit, santé restent largement inconnus et méritent d'être explorés. Aujourd'hui, avec plus de personnes avec les maladies chroniques, avec des petites maladies de tous les jours qui ne sont pas vraiment malades, on a besoin de se pencher plutôt vers la santé et donc de regarder et d'étudier un petit peu cette connexion entre corps et esprit et surmonter cette division, cette dualité descartésienne. Aussi, les médecines complémentaires, c'est une occasion pour élargir notre vision et donc pour mieux répondre à nos besoins de santé aujourd'hui. Et donc, mieux vaut les accepter parce que les médecines complémentaires, c'était toujours présent dans la société, va être toujours présent dans la société, continuer d'agrandir parce que c'est une business très importante. Mieux les accepter, se pencher pour comment on peut les utiliser stratégiquement, de les nier. Merci beaucoup.